Ici Mélissa Dion-Deslandes. La famille Le Sieur œuvre dans le commerce funéraire depuis 4 générations. Éric Le Sieur nous captive avec son histoire de famille, mais aborde aussi à quel point notre rapport à la mort a changé. Les explications, puis de bien le dire, de bien le parler, de le faire, je pense que c'est important. Ça, c'est ma philosophie un petit peu, parce qu'on s'entend, une funéraille, tu ne pourras pas la recommencer si tu as manqué ton coup. C'est vrai. C'est une fois. Donc, c'est important que ça soit bien fait. Et c'est ça qu'on essaie de faire depuis déjà 105 ans. Mobilier Enora est fier de présenter Affaires de famille, un balado saluant les entreprises familiales de la région, transmises de génération en génération. Bonjour Éric Le Sieur. Bonjour. Et je suis contente que tu sois là aujourd'hui pour nous parler de ton histoire de famille parce que c'est vraiment le complexe funéraire Le Sieur, une histoire de 4 et même 5 générations qui est en train de s'organiser. Parle-nous des débuts, toi. Ça a été ton arrière-grand-père qui a commencé ça. Exactement. Donc, mon arrière-grand-père Charles, dans le fond, la famille Le Sieur a commencé le domaine funéraire en 1920. Donc, faire un petit résumé vite, il y avait un magasin de meubles sur la rue Saint-Jacques à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. Et dans ces temps-là, souvent, c'était la personne qui avait le magasin de meubles qui était le salon funéraire, si on peut dire. Pas dans le sens, ça n'existait pas vraiment les salons funéraires. Non, c'est ça. Mais c'est eux autres qui fabriquaient les cercueils, puis qui vendaient les cercueils pour les gens, pour les enterrer. Donc, par la suite, ça a commencé. Les 2 frères, ils étaient 2 frères, ça s'appelle Le Sieur et Frères, encore aujourd'hui à Saint-Jean, au singulier, parce qu'ils étaient juste 2 frères qui ont parti ça en 1920. Et là, ça a fait son bout jusqu'à environ 1944. En 1944, il y a comme eu une petite chicane familiale, comme il se produit dans bien des familles. Oui, c'est ce que j'allais dire. Là, on se retrouvait avec 2 frères qui avaient, du côté de Charles, mon arrière-grand-père, qui avait un fils qui s'appelait Jacques, mon grand-père. Et de l'autre côté, il y avait son frère qui, lui, avait 5 enfants dans le domaine. Fait que là, dans le fond, mon grand-père travaillait avec 5 cousins. Et c'est là qu'à un moment donné, c'était un petit peu plus compliqué. Là. 2 mononcles, 6 cousins ensemble. Oui, c'est ça. Et là, ça a fait que tout le monde s'est séparé. Alors, à l'époque, il y avait un salon à Iberville, un à Saint-Jean. Là, il y a une gang de cousins qui ont dit avec un autre, qui ont dit, nous, on s'en va à Iberville, moi, je reste à Saint-Jean. Et mon arrière-grand-père et mon grand-père, eux autres, ont décidé d'acheter son funéraire ailleurs. Et ça a donné que c'était à Grimby. Ah oui. Donc, ils ont acheté son funéraire qui s'appelait plutôt Croteau, qui était au coin de la rue Paré et Principale à Grimby. Aujourd'hui, là, c'est un dépanneur qui se trouve à cet endroit-là. Et des logements, je crois, au 2e étage. Donc, ils ont déménagé là et ont ouvert le salon qui s'appelait Croteau et Le Sieur quelques années jusqu'à temps que ça change au nom de mon grand-père qui était J.A. Le Sieur, Jacques-Arthur Le Sieur. Oui. Et c'était J.A. Le Sieur pour commencer sur la rue Paris. Et puis, eux autres habitaient au 2e étage. Donc, toute la famille, mon père et ses sœurs, qui étaient 6 enfants, habitaient au 2e étage et le salon funéraire qui était au rez-de-chaussée et sous-sol. Là. Ça, c'était commun quand même à cette époque-là, que les gens habitaient dans cet édifice-là et tout. Et encore, je vous dirais, certains corps de maisons funéraires que le propriétaire ou du monde qui travaille au salon, du moins, habite au-dessus du salon. Avant qu'on voit les complexes funéraires qu'on a faits aujourd'hui. Donc, là, on est dans les années 40. Mon père vient au monde en même temps. Donc, même mon père est venu au monde à Saint-Jean-sur-Richelieu parce que le médecin, ma grand-mère, était là-bas. Donc, mais par la suite, sont bien sûr revenus ici à Granby. Et je vous dirais, jusqu'en 1970, ça s'est pas mal tenu là, sur la rue Paris, là, le salon funéraire. Mais malgré que dans les années 50, je pense 54, ils ont décidé d'ouvrir une succursale. Ça, c'était nouveau, là, ouvrir une succursale d'un salon funéraire à Granby. Et c'était sur la rue Notre-Dame. Ben oui. Donc, une petite bâtisse, la rue Notre-Dame, qui est une maison aujourd'hui, mais qui ont fait une genre de succursale. Écoute, j'ai même pas l'adresse exacte. Puis j'ai même pas de photos d'archives de cette fameux salon funéraire-là. Mais il a opéré quand même quelques années, jusqu'à temps que
la ville de Granby extensionne un peu. Puis là, mon grand-père a décidé d'acheter un terrain qui se trouve aujourd'hui, c'est le restaurant Shaker qui est là aujourd'hui. Ceux qui ne connaissent pas Shaker, c'était le Burger King qui était là avant. Près des galeries. Là. Donc, à côté des galeries. Mais les galeries n'existaient pas. Là. C'était un champ. C'était un champ de pommiers qu'il y avait derrière. Il n'y avait pas de McDonald's, il n'y avait rien. En avant, toutes les boutiques Énergie Cardio aujourd'hui, c'était une compagnie de transport qui était là. Et on construit un gros salon funéraire, là, 2 étages avec des colonnes coloniales. C'était un très gros salon pour ces années-là. Donc ça, on est en 1970. Et puis, mon père, lui, a déménagé au 2e étage de ça. Quand que moi, je suis venu au monde, justement, on a habité là-bas. Parce que moi, je suis né en 72, puis là, ça a été construit en 70. Mais la première année que c'était construit, on avait les ambulances à Granby. Hein? Les salons funéraires avaient les ambulances. Donc, nous, on avait nos ambulances. Girardeau avait ses ambulances. On était les deux qui avaient les seules ambulances à Granby. Et le garage était au sous-sol. Donc, on avait une belle descente qui descendait en bas avec les garages, tout ça. Première année, après la première hiver, ça fond. Non. Et là, les pommiers, le champ, ça s'est tout rentré dans le salon. Par la porte de garage, ça l'a descendu. Non. Les cercueils qui étaient dans le sol, ça flottait jusqu'au plafond. Non. Ça s'est rempli, là. La cave s'est remplie quasiment jusqu'au plafond. Voyons. À ce moment-là. Et là, ils ont cancellé cette descente-là. Ils ont construit un garage extérieur à la place. Et ils ont cancellé cette fameuse descente-là. Parce qu'ils n'avaient pas prévu que ça serait fait une belle entonnoir pour tout. Non. Fait que ça, c'est la première chose qui est arrivée. Toi, un peu rocambolesque. En haut de ça. Là, on était au 2e chose, mais moi, bien sûr, j'étais bébé. Oui, c'est ça. Et là, par la suite, mes parents ont acheté une maison, on a déménagé de là. Mon grand-père, lui, a redéménagé là par la suite avec ma grand-mère. Et lui, a habité là jusqu'à temps que ce salon-là soit détruit pour faire place, bien sûr, au Burger King. Donc, et on fermé la rue Paré en 1975. Donc, il y a eu 5 ans que c'était les deux. Il y avait la rue Paré et en bas sur Principal. Et par la suite, c'était vendu à Héroux Sport, qui est devenu Sport Expert. Oui. Après ça, il y a eu Ambiance Alpha qui était là. Les commerces là, que je me souviens. Et là, après ça, le dépanneur puis ces choses-là. Et là, après ça, vous êtes déménagé quand ça a été? En 87. Donc, on est rendu en 1987. Et là, en 1987, on a construit le salon funéraire sur le boulevard P9. Donc, là, c'était plus mon père qui était dans ce changement-là, si on peut dire. Oui. Et on a construit la résidence funéraire un peu au look floridien, si on peut dire. Là. Oui. C'était des plans d'architectes qu'on avait vus, là, des salons en Floride avec le petit carport et les véhicules qui venaient en dessous. Donc, ça vous a inspiré. On a créé un petit peu ce look-là. Et là, c'est là qu'on a commencé à être pas mal les premiers à faire bien des choses. On était le premier à construire un columbarium à l'intérieur d'un salon funéraire. Oui, ça n'existait pas là dans le coin. Le seul columbarium qu'il y avait, c'était au cimetière qui était dans une bâtisse fermée, pas accessible, pas vitrée. Donc, ça, c'était le premier columbarium à Granby que nous avons fait en 87. Et là, de fil en aiguille, on a trouvé qu'il fallait encore être innovateur. Puis là, on a dit, je pense que ça serait une bonne idée de construire un complexe funéraire. On savait aussi que la maison B7 avait un projet de construire quelque chose dans le bas de la ville. Fait qu'on a dit, nous, on va le faire immédiatement. Donc, oui, parce c'est à côté que on a pris la décision. Quelques mois après, ça se construisait déjà. Et on a construit un complexe funéraire parce que là, on avait maintenant tous les services sous un même toit. On a construit une chapelle puis une salle de réception en 1997. Et on se trouvait être le premier salon funéraire, à part Montréal, jusqu'en Gaspésie, à avoir un complexe funéraire avec chapelle puis salle de réception. Ça existait un peu à Montréal, mais c'était pas encore populaire au Québec en 1997. Parce que les gens allaient encore à l'église? C'était pas encore cette vision-là. Non, c'est ça. Oui, les gens allaient plus à l'église. Puis là, nous, on voyait un peu qu'il y avait une possibilité d'avenir, puis que les gens, c'est quelque chose qu'ils demanderaient, qu'ils voudraient. Puis, comme de fait, c'était assez populaire, les chapelles. Les gens embarqués là-dedans. Puis aujourd'hui, je vous dirais,
Ça se passe quasiment toujours dans les chapelles. Ben oui. Et bien sûr, les autres salons ont suivi, sûr, dans les années qui suivent avec un peu les mêmes services. Hein. C'est rare qu'on ne se fait pas copier dans certaines choses. Donc, la chapelle 1997, la salle de réception. Et par la suite, encore là, on essaie d'arriver avec des nouvelles choses. Aujourd'hui, quand vous allez dans la maison funéraire, c'est commun et je vous dirais, il n'y a pas grand maison funéraire qui ont plus ce service-là. Les cérémonies sont enregistrées. Ça veut dire que vous pouvez voir la cérémonie en chapelle qui a eu lieu pour un défunt sur le site Internet du salon funéraire, ces choses-là. Mm-hmm. Moi, j'ai inventé ça en 2005. Ah oui? Donc, j'étais le premier salon funéraire au monde à offrir la chance de voir en direct une cérémonie funéraire. Et là, on va dire, pourquoi ça s'est pas plus su ou quoi que ce soit? J'ai fait les nouvelles quand ils ont su ça. Et là, Jean-Luc Mongrain, à une émission, dit ça n'a pas de bon sens. Là, c'est rendu qu'à cette heure, on n'est plus dans le salon funéraire. On va écouter la vidéo. Ah oui. Donc, je n'ai pas besoin d'y aller. J'ai vu papa à la TV, puis le kit, puis ces choses-là. Fait qu'on s'est un petit peu fait ridiculiser. Et disons que ça nous a un peu refroidi. Là, on a dit mon Dieu, on va moins publiciser ça. On va dire on l'a. Mais on va arrêter de faire parce que là, j'avais peur que ça soit négatif, que les gens ne soient pas prêts à ça. Puis là, on voit, là, pendant la pandémie... c'est ça, il n'y avait pas eu de pandémie. S'il n'y avait pas eu de pandémie, la compagnie qui faisait des vidéos dans tous les salons n'aurait peut-être pas aussi augmenté leur chiffre d'affaires, mais c'est devenu que toutes les maisons funéraires ont eu ce service-là. Et bien sûr, moi, je l'ai gardé. On était indépendant d'une compagnie, on le fait par nous-mêmes. C'est mis sur YouTube. Donc, les gens peuvent voir les vidéos. Les vidéos restent là, ça coûte gratuit. Les familles ne paient même pas pour ce service-là et ça reste. Mm-hmm. Parce que ça coûte rien. C'est juste de filmer avec une webcam puis de mettre la vidéo sur YouTube. Oui. Donc, on avait sorti ça, puis encore là, un petit peu craintif des réactions des gens, puis on n'a pas osé le propulser tant que ça. Fait que ça, c'était une petite chose. Autre chose qu'on a inventé aussi, c'était les porturnes sur les valises du Cadillac. Donc, sur la valise, on avait une grande chose vitrée que là, l'urne était à l'intérieur. Donc, quand on partait avec une urne, ça faisait comme un peu un corbillard. Les gens pouvaient voir que c'était un véhicule funéraire. Oui. Et ça aussi, on était pas nous qui l'avons inventé, mais on était le deuxième salon funéraire à avoir cette chose-là au Québec. Et bien sûr, par la suite, il y en a d'autres qui ont suivi encore une fois. Et aujourd'hui, on l'a encore, mais on n'est plus capable parce que les véhicules ont des valises maintenant qui mesurent à peu près 6 pouces. Donc, ça n'existe plus les grandes valises qu'on peut mettre dessus, à moins que ton véhicule date des années 2010. Oui. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'on a un petit peu arrêté cette chose-là. Là, on est plus avec des véhicules électriques pour essayer d'être écologique dans notre côté écologique qu'on a fait un petit peu plus tard là, dans nos choses. Fait que c'est les choses qu'on a un peu amenées dans ces années-là. Là. Éric, dans tout ce que tu as nommé, il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup de... l'évolution aussi des gens, des mentalités. C'est assez considérable parce qu'on voit que c'est quand même un service qui est très, très personnel à chacun et chacune. Et je me demandais, par rapport aux valeurs de l'entreprise, tu sais, toi, tu as grandi là-dedans. Tu as entendu probablement ton père parler de ton grand-père et des histoires de famille. À la base, c'était quoi les valeurs de votre entreprise, de l'arrière-grand-père? Est-ce que lui, il y avait des volontés dans son travail? Il faut dire que mon arrière-grand-père, je ne l'ai pas connu. Donc, je ne pourrais pas vraiment dire des choses par rapport à Charles. Mon grand-père Jacques, lui, c'était un homme qui était, quel bon mot, stoïque. C'était quelqu'un qui avait plus ou moins d'expression. Il n'était pas jasant. Il pouvait venir manger à la maison, on l'invitait à souper, il disait pas un mot, il mangeait, puis après le souper, il disait « Bon, c'est beau, je m'en vais ». Puis il s'en allait. Un homme de peu de mots. Oui, exactement. Il était de peu de mots, si on peut dire. Donc, je vous dirais... c'est difficile à dire parce que, comme je dis, je ne les ai pas vus travailler. Hein. Quand moi, j'ai commencé dans le domaine, il y avait juste mon père qui était encore là. Mon grand-père était déjà retraité. Mon père, lui, c'était au contraire. C'était plus une personne qui s'exprimait bien, qui parlait.
J'ai toujours trouvé que mon père, on dit souvent ça, c'était le meilleur, mais je le pensais, mais je l'ai entendu par d'autres aussi. Que des gens disaient, en tout cas, Gilles Le Sieur, c'était quelque chose. Là. Il parlait, puis c'était un homme qui avait une prestance et que je trouvais qu'il était très bon dans ce qu'il faisait. C'est sûr, j'ai essayé de le copier un peu dans les façons de faire, dans les façons de dire. Mais c'est pas copié, c'est inspiré. Oui, exactement, mais on essaie de reproduire un petit peu la façon parce qu'on trouve que c'est bien fait. Parce que j'ai été dans plusieurs autres maisons funéraires à travers le Québec pour des funérailles de gens qu'on connaissait ou quoi que ce soit. Et j'ai trouvé des fois, je disais, mon Dieu, on arrive là. Ils disent, bon, on va faire une petite prière, puis bling, bling, la prière. Bon, c'est bon, embarquer dans vos chars, on s'en va à l'église. Et j'entendais des choses, je disais, mon Dieu, si mon père entendait ça, il n'en reviendrait pas. Je trouvais qu'il manquait de finition. Et notre maison funéraire, tout le temps été important. Il n'y a pas personne, quand on part du salon, soit on va en chapelle ou qu'on va à l'église, qu'il n'y aura pas une prière ou un texte qui va être lu avec une explication détaillée de où qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire ou quoi que ce soit. Donc, moi, je trouve que c'est important d'éduquer les gens, de leur expliquer les choses, puis de ne pas dire, OK, c'est ça, suivez-nous. Puis là, tu te demandes, voyons, qu'est-ce qui se passe, puis on va où, puis on fait quoi? Donc, les explications, puis de bien le dire, de bien le parler, de le faire, je pense que c'est important. Ça, c'est ma philosophie un petit peu, d'être à l'écoute, bien sûr, des gens, puis de faire un petit peu ce qu'ils désirent avoir en leur donnant notre expérience aussi pour dire, regardez, de cette façon-là, c'est peut-être un petit peu mieux ou quoi que ce soit, puis de les guider, puis de les diriger, parce qu'on s'entend, une funéraille, tu ne pourras pas la recommencer si tu as manqué ton coup. C'est vrai. C'est une fois. C'est comme ça, un direct, là. Exact. Donc, c'est important que ça soit bien fait. Et c'est ça qu'on essaie de faire depuis déjà 105 ans. Puis, oui, puis c'est comme c'est un rituel aussi. Hein? On ne se le cachera pas. Dans le rituel, il y a comme quelque chose qui reste. Les gens repartent avec ça. Ils vivent un moment. Quand on est dans les émotions, là, c'est quand même un secteur où l'émotion, elle est là. Qu'est-ce que vous pensez que les gens ont le plus de besoin? Je parle évidemment des gens qui viennent de vivre ce deuil-là. Votre rôle, c'est quoi? Notre rôle, bien sûr, c'est de les accompagner dans les démarches. Autant administratives, parce que, je vous dirais, avec les années, ça s'est un peu alourdi, là. Oui. Dans le temps, là, quand tu avais fait 15 minutes de papier pour un décès, c'était beau. Là. Aujourd'hui, ça prend 3 heures. Donc, c'est un peu lourd pour les familles, c'est compliqué. Donc, nous, premièrement, des prendre en charge pour dire, regardez, on va s'occuper de tout. Vous n'avez rien à penser. Juste à dire, ma funéraille, elle est, mettons, samedi prochain, je vais t'organiser, tout ça, mais on va avoir planifié, on va avoir pensé à tout pour quand il arrive, tout est prêt. Ça, c'est la première chose. Les accompagner, les guider et leur expliquer aussi le bienfait de bien des choses. Il ne faut pas se leurrer. On le voit, beaucoup de gens n'exposent plus le corps. C'est des urnes. Est-ce que c'est une bonne chose? Pas nécessairement. Les gens ont l'impression que si on ne revoit pas, ça va être moins triste ou quoi que ce soit. Mais de revoir le corps une dernière fois va aider dans le processus du deuil pour l'acceptation de garder une meilleure image. Mais on dirait que c'est rendu tabou. Là, je vais dire le Québécois pur laine, là, celui qui a tassé la religion, c'est comme plus important, on veut rien faire. Oui. Je vous dirais, on a l'impression des fois qu'on prête un service au volant, je veux dire, faites-moi une aquamation, puis je vais venir chercher ça dans un sac, puis je m'en vais avec, je vais les disperser. Des fois, on a l'impression que les clients qu'on a, c'est rendu plus important de vivre un deuil et de faire des funérailles. Ça, j'ai remarqué ça dernièrement. Ça a changé énormément. Là, quand je disais le Québécois pur laine, je veux dire que tous les gens qui sont dans d'autres religions ou sont dans d'autres ethnies, eux autres sont beaucoup plus traditionnels. Eux autres vont garder le traditionnel et ces valeurs-là vont être importantes pour eux. Tandis que la personne qui est 100% québécois, qui est lui, je dis 100% québécois, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas québécois, mais j'ai misère un peu à trouver le bon terme de la personne, mais... la personne qui, mais tu l'as bien dit, qui a mis la religion de côté, pour qui le rituel n'est pas si important, c'est pas nécessairement dans les priorités.
Puis c'est comme une étape qu'on veut passer vite. Mais le rapport à la mort a énormément changé. T'sais. Il a changé, mais il ne devrait pas tant que ça. Parce que quand on le vit, on perd quand même quelqu'un qu'on aimait. Absolument. Puis c'est pas vrai qu'on peut pas dire, c'est fini, je pars avec, puis il se passe rien. Mais non. Le réconfort des gens qui viennent nous offrir des condoléances, le support de nos amis, c'est ça qui est important. Puis c'est ça qui fait du bien puis qui t'aide à passer au travers et à bien vivre les choses. Mm-hmm. Moi, je pense que c'est juste une marque de respect de dire on va souligner ce que la personne elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait pour nous? Quand on parle de notre parent, nos parents nous ont quand même élevés. Si on a une vie aujourd'hui, c'est à cause d'eux. Mm-hmm. Pourquoi pas le souligner? On dirait que même les parents, des fois, vont dire « Moi, je veux pas rien, je veux pas déranger, faites rien. » C'est vrai. Puis ça, des fois, c'est des volontés de parents. Les enfants, veulent respecter, mais des fois, ils ne voudraient pas ça, mais là, sont mal à l'aise parce que les parents l'ont demandé. Ouais. Mais les gens, on dirait qu'ils ne comprennent pas que les funérailles, c'est pour ceux qui restent. La personne qui va mourir, elle les vivra pas, ces funérailles. Mm-hmm. C'est ceux qui restent qui vont les vivre. Donc, c'est eux autres qui devraient avoir le choix de décider ce qui est bon pour eux et non ce que la personne qui va quitter décide qu'est-ce qui va être bon pour leurs enfants ou ceux qui restent. Et souvent, malheureusement, c'est ces petites choses-là qui accrochent souvent lors des rencontres. Ils arrivent, mon père ou ma mère voulait ça. Puis là, leur position, vous, est-ce que c'est ça que vous auriez voulu? Puis ils me répondent non. Mais on dirait qu'ils ont peur de changer les volontés. Oui. En pensant que leurs parents vont venir les hanter toute leur vie par la suite s'ils ne respectent pas ce qu'ils ont fait. Fait que je vous dirais à ceux qui pensent planifier dans le futur, parlez avec vos enfants, demandez-leur ce que pour eux, ce serait important de faire. Oui. Vous pourrez être surpris des fois de ce que les enfants ou le conjoint ou conjointe aimeraient avoir. Oui, puis on a juste à penser à certaines situations qu'on a vécues. C'est vrai que de voir la personne exposée, on a le temps de réaliser. C'est comme s'il y a des trucs qui se font, ça fait des connexions, puis on se dit, OK, c'est comme le dernier au revoir. C'est pas tout le monde qui a la chance, donc des fois, c'est ce moment-là qui vient conclure. Mais là, c'est vraiment des idées personnelles, mais c'est vrai que ça a changé. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien aussi avec le coût de ça? Parce que, et je veux dire, on parle, on jase, on prend un café, Eric, puis on se dit, là, dans le coût de la vie, les gens, des fois, enlèvent un peu plus les choses ils font des choix. Mais là, ça veut dire qu'ils font peut-être des choix de vacances, mais ça devient pas important. Ou je sais pas comment ça. Vous avez raison, parce qu'on l'a remarqué ça aussi. Oui. Donc, les gens vont être portés à mettre moins d'argent sur les funérailles. Soit parce qu'ils en ont moins aussi, ou pour eux autres, c'est pas important autant qu'avant. Moi, ça fait quand même 35 ans que je fais ce métier-là maintenant. Quand on a commencé dans les années 90, tous les corps étaient presque exposés. Une crémation arrivait de temps en temps, mais c'était surtout des cercueils qui étaient vendus, puis des gens qui étaient enterrés. Et là, les gens rentraient dans une salle de montre, il y avait 24 cercueils, puis là, il fallait qu'ils fassent un choix. Là, ça regardait ça. Il y avait des cercueils à partir de 1000 quelques dollars, puis il y en avait jusqu'à, mettons, 8-9 000 piastres. Et là, les gens disaient, bon, OK, c'est beau, je vais prendre lui un exemple en chaîne à 3 000 dollars. C'était comme ça. Puis là, par ça, il y avait les frais de service. Puis, mettons, la funéraille coûtait 5 000 quelques. Là, aujourd'hui, les gens rentrent dans la salle de montre. On a 40 urnes. Aucun cercueil dans la salle de montre, à part des bouts de cercueil au mur pour montrer à quoi ça ressemble. Il y a un cercueil qui est souvent même une location qui est dans la salle. Et là, les gens, premièrement, ils viennent choisir un urne. Et ça, ils viennent choisir un urne quand ils n'ont pas décidé qu'ils l'avaient acheté sur Amazon puis ils l'apportaient. Là. Ça, c'est une autre histoire. Mais ils viennent choisir leur urne. Puis là, bon, c'est quel t'as moins cher? Ben là, j'ai dit, on a ça ici. Mettons, ça commence à tel prix. Bon, parfait, c'est ça que je vais prendre. Ah, fait qu'on commence avec la moins chère, oui. Exactement. Là, avant ça choisissait un cercueil, c'était prêt à mettre 3 000 $. Et là, aujourd'hui, l'urne à 100 $, elle est encore trop chère. Donc, c'est là qu'on voit, mon Dieu, c'est plus pareil. Fait que là, la moyenne des funérailles, ça, on peut dire, ben là, elle est rendue plus à l'entour de 3 000 quelques quand c'est fini. Fait qu'on a une moyenne de funérailles qui est moins élevée
qui a 30 ans. C'est incroyable, hein, quand même. Fait que là, on disait, ben oui, OK, comment qu'on fait maintenant pour arriver avec des coûts plus élevés, les salaires, c'est quoi que ça? C'est le volume. Oui. Je vous dirais, si on n'avait pas un volume plus élevé du nombre de décès, parce que, un exemple, notre entreprise, on retourne dans les années 90, on faisait 85 funérailles par année. Maintenant, on en fait 400. On en fait 4 fois plus, mais si on ne faisait pas 4 fois plus d'ouvrages, on n'arriverait pas. Si on ferait encore 85 funérailles par année, la clé serait dans la porte, puis on fermerait. On n'arriverait pas à payer les coûts des taxes ou les frais que ça nous coûte à opérer, que ce soit juste l'électricité annuelle ou quoi que ce soit. C'est rare les domaines que ça a été autant... la courbe a vraiment... Ça a fait une drop, mais moi, je parle pour notre entreprise, pour la ville de Granby. C'est pas partout pareil. J'ai des amis au Lac-Saint-Jean, à Saint-Félicien, Roberval. C'est encore super traditionnel. Ils vendent des cercueils, le monde sont exposés, puis ça l'investit dans des funérailles à des prix de 10, 12, 15 000, puis c'est normal. Nous, je ne sais pas si est-ce que c'est Montréal ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui a fait que ça a autant été moins important de faire un rituel plus traditionnel, mais on s'est adapté. C'est ça qu'on a fait. On n'a pas eu le choix. On s'est adapté à dire, bon, parfait, c'est des urnes. On va amener une gamme d'urnes. On va arriver avec des nouvelles idées ou quoi que ce soit. Et c'est là que l'aquamation, cette idée-là, m'est arrivée il y a 10 ans pour dire, ben regardez, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on construit un four crématoire? Parce que nous, on n'avait pas de four. On faisait incinérer à l'extérieur. On allait justement chez le Sieur et Frères à Saint-Jean à l'époque. Et on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Il y a déjà 2 fours crématoires dans la ville de Granby. Est-ce qu'on fait un 3e four? Parce que là, à force de payer pour aller ailleurs, ça devenait... C'était plus rentable d'en acheter un. Et là, on a dit, ça ne changera rien. Si j'achète un four, est-ce que je vais avoir plus de business? Mon investissement, va-tu me rapporter plus? Parce que moi aussi, j'ai un four, parce que j'allais le faire ailleurs. J'offrais le service au même titre. Et je n'avais pas à supporter le four. Et c'est là que j'ai vu dans une revue américaine un appareil d'hydrolyse alcaline qu'on a nommé Aquamation par la suite, mais qui était annoncé. Et puis, coup de téléphone, ça a commencé. Il m'explique un petit peu ça. Et quand j'ai su le coût, mon Dieu, ça coûtait 150 000 US. Là, j'ai dit, mon Dieu, c'est pas mal moins cher que... Parce qu'on avait quand même vu une machine comme ça à l'époque, plusieurs années avant, puis c'était genre 750 000. Donc, l'investissement était elle pouvait pas être rentable. Et là, j'ai dit, bon, OK, il faut faire une étude de marché. C'est bien beau de dire ça pourrait être intéressant. Pendant 1 an de temps, toutes les familles qui sont venues sur le funéraire, qui prenaient une crémation, je leur disais, si on avait une machine qui fonctionne à l'eau et vous auriez le choix entre l'eau ou le feu, pour le même résultat final dans votre urne, de la poussière d'os, parce qu'un os, ça ne brûle pas dans le feu, puis dans l'eau, ça ne se décompose pas. Donc, c'est toujours de la poussière d'os qu'on retrouve dans une urne. Qu'est-ce que vous choisirez? Et 98 % de ma clientèle m'ont dit de l'eau. Là, j'ai dit, bon, je ne me trompe pas si je vais vers ça. Non, c'est ça. Alors, j'ai fait l'acquisition de cette machine-là. C'était, bon, un peu compliqué. Ça a pris cette année-là, on peut dire, là, de sondage avant d'avoir les autorisations du gouvernement, de la ville, puis toutes ces choses-là. Ouais. C'était un petit peu laborieux. On arrivait à quelque chose de nouveau. De nouveau, c'est ça. Non, et là, encore aujourd'hui, 98 % de ma clientèle va encore avec l'aquamation, un service qui est plus écologique que la crémation. Et c'est là que je me suis démarqué de ma compétition parce que là, j'avais un service qui était exclusif à moi, qu'eux autres n'avaient pas, qu'ils ne pouvaient pas avoir pour l'instant. Donc, j'ai dit, mon Dieu, c'est parfait. Et c'est là qu'on a quadruplé notre business. Oui. Donc, dans les 10 dernières années, c'est là qu'on est passé de 100 quelques décès à 400 quelques décès. Et ça n'arrête pas d'augmenter à chaque année. Ouais. On a toujours de plus en plus de funérailles. Je dis des funérailles, mais de clients, si on peut dire, qui choisit ces choses-là. Et on a des gens, bien sûr, aussi, pas nécessairement juste de Granby, on a des gens de l'extérieur qui viennent. Juste vous dire, hier soir, pas hier soir, donc après-demain, parce qu'avec les aides médicales à mourir qu'on vit aujourd'hui, oui, c'est vrai. Donc on sait déjà qu'on va avoir un client telle date à telle heure. Donc on a un client de Blainville qu'on va chercher mercredi. Puis c'est ça, parce que vous êtes pas mal les seuls au Québec. Là. On est les seuls au Québec. Il y en a eu un autre il y a 9 ans en Abitibi. Et après avoir
ce salon funéraire-là a acheté toute la compétition en Abitibi, et c'est de la coopérative funéraire. Oui, c'est ça. Ils n'ont plus de compétition, puis ils se retrouvaient à avoir acheté plusieurs autres faux crématoires. Ils ont décidé de revendre leur machine en Ontario. Donc, c'est pour ça. Je suis redevenu Ici, le seul au Québec à ce moment-là. Et bien sûr, il y a des maisons funéraires qui viennent nous porter des corps de chez eux qui veulent l'aquamation, parce que c'est dans une autre ville. Ils ont demandé leur maison funéraire. Donc, on a des partenariats avec certaines maisons funéraires. Il y a des maisons funéraires qu'eux autres ne peuvent pas l'offrir parce qu'ils ne sont pas embarqués dans notre partenariat, puis c'est impossible pour eux d'avoir l'aquamation. Je vous dirais, pour être franc avec vous, j'aurais pensé, après 10 ans, qu'il y aurait eu d'autres maisons funéraires qui auraient suivi dans le bal, mais je suis encore le seul. Mais c'est sûr qu'éventuellement, ça va changer. Surtout dans les années 80, des fours crématoires au Québec, il y avait le cimetière Mont-Royal, il y avait la maison d'Arche à Longueuil, puis toutes les maisons funéraires du Québec allaient faire incinérer quasiment ces endroits-là. Ou à Québec, au cimetière Saint-Charles. Mais il y avait pas, ça n'existait pas, là, les maisons funéraires qui avaient des faux crématoires. Là. La première maison funéraire, vraiment, juste maison, c'était la maison d'Arche à Longueuil. Mais sinon, les autres, ça a pris du temps. Et donc, je vous dirais, c'est possible que là, tranquillement, éventuellement, qu'on voit les changements. Puis de toute façon, on ne peut pas tous les faire. Si demain matin, tout le monde choisissait l'aquamation parce qu'ils comprennent vraiment le procédé, parce que je crois qu'il y a des gens qui ne choisissent pas ça parce qu'ils n'ont pas la vraie version de qu'est-ce que c'est. Ils ont l'histoire de mon oncle qui, lui, a entendu son cousin. Et le jeu du téléphone, là, finalement, là, tu trempes dans de l'acide, puis tu n'auras pas rien, puis c'est de l'eau que tu vas avoir, ou il n'y a rien qu'à la fin. Ce qui est complètement faux. Je vous dirais, il faudrait aller écouter nos capsules sur TikTok ou bien sur notre site Internet. Pour mieux comprendre. Facebook. Mais oui, il y a beaucoup de mauvaises connaissances. Mais si demain matin, tout le monde comprenait puis disait, oh mon Dieu, c'est plus écologique, c'est moins dispendieux, puis c'est ça qu'on veut, je ne serais pas capable de faire tout le monde. Non, c'est ça. Ben non, c'est clair. Il y a quasiment une quarantaine, donc 45 000 crémations au Québec par année. J'aurais un peu de difficulté avec un emplacement à faire tout le monde. Mais juste quand même de sensibiliser les gens puis de leur expliquer vraiment qu'est-ce que c'est l'aquamation, tranquillement, ça fait son chemin. Est-ce que ça t'est arrivé de dire peut-être que je pourrais ouvrir une autre succursale? Comment que ça fonctionne? On y a pensé, mais à un moment donné, c'est d'autres coûts. Hein. C'est les frais de construction. Les gens, maintenant, ne s'arrêtent plus à avoir une petite maison funéraire avec un local de 3000 pieds carrés. Là. Ça veut des complexes funéraires de 15-20 000 pieds carrés. Pour ceux qui veulent faire quelque chose, ils veulent les grosses affaires. Puis ceux qui veulent rien, eux autres, ça ne leur dérange pas, mais ça te prend quand même la grosse bâtisse avec ta chapelle, ta salle de réception, tes salons. Donc, c'est un gros projet. C'est beaucoup d'investissement. Donc, quand on peut aller chercher les corps partout, puis le faire à Granby, puis retourner l'urne n'importe où aussi. Donc, c'est pour ça que je ne vois pas l'utilité moi-même d'ouvrir des succursales ou quoi que ce soit. J'aimerais mieux que d'autres salons offrent le service aussi. Plus qu'on sera à l'offrir, plus que ça va être connu. Et ça va s'en aller vers un côté plus écologique et avec plus de personnes aussi pour l'expliquer, pour sensibiliser les gens. Dans les complexes funéraires, les histoires de famille en affaires, ça arrive souvent, ça, par rapport à ce métier-là que vous avez, que ce soit de père en fils, de fille, etc. Est-ce que, Éric, tu te rappelles quand tu as décidé de dire « je vais faire comme mon père, comme mon grand-père », est-ce que tu sentais une pression ou est-ce que c'est venu tout seul? Écoute, c'est... Premièrement, en sortant du secondaire, je n'ai pas été dans le domaine funéraire immédiatement. Je voulais pas faire ça. Moi, j'avais comme une peur. J'avais peur de ça. Même aller au centre funéraire, je voulais pas voir un mort vraiment. On dirait que j'avais une peur de ça un peu. Donc, même si on était un peu élevé là-dedans, c'était... Mon père disait, plus jeune, tu vas faire ça. Puis là, je pleurais quasiment en disant, non, je veux pas faire ça, quoi que ce soit. Et après avoir été voir
l'orienteur à l'école, tout ça. Puis j'avais un ami qui s'en allait étudier en technique de génie civil. Puis là, il m'avait parlé de ça. Genre, je pense que c'est ça m'intéresserait de faire ça. Fait que j'ai été étudié en technique de génie civil à Sherbrooke, au collège de Sherbrooke. Et j'ai fait une session. Et là, j'ai dit, mon Dieu. Puis là, j'ai su un petit peu, j'ai dit, là, je vais faire des plans, je vais faire des choses. Puis là, c'est un ingénieur que lui va signer mes affaires que j'ai faites. Je ne serai jamais mon boss. Puis là, j'ai dit, mon Dieu, sais-tu qu'est-ce que je veux vraiment faire dans la vie? Et là, je sais pas comment c'est arrivé. J'ai dit, non, je vais lâcher ça. Puis je pense que je veux aller travailler au salon. Fait que j'ai dit, mais il faut que je voie c'est quoi un embaumement avant. Fait que là, j'appelle mon père, j'ai dit, j'ai une bonne pas de mauvaise nouvelle. Fait que là, j'ai dit, mauvaise nouvelle, j'ai dit, j'abandonne la technique en génie civil. Là, j'ai fait une session, je vais arrêter ça là. M'a faire un hors-deck la deuxième session. Puis j'ai dit, je pense que je veux aller étudier en thanatologie. Là, mon père, ouais. Mais je dis, avant, je veux voir c'est quoi un embaumement. Fait que là, j'ai été au salon funéraire, puis il y a eu un embaumement, puis j'ai vu c'est quoi. J'ai dit, mon Dieu, c'est juste ça. Moi, j'avais l'impression qu'il ouvrait la personne comme un chevreuil qui se fait éventrer à la chasse. Ben non, une petite incision de à peu près 1 pouce dans le cou. Ils vont prélever des vaisseaux, faire une injection d'un liquide, puis après ça, une petite aspiration pour les liquides puis les gaz au niveau de l'abdomen, comme une personne qui ferait faire une genre de liposuction. Là, j'ai dit, mon Dieu, c'est juste ça. Et moi, je m'imaginais des choses bien, bien pires. Bon, j'avais pas vu une autopsie encore à ce moment-là, mais à un moment donné, on s'habitue, puis c'est quand même pas si pire. Mais j'ai dit, ben j'y vais. Et là, j'ai été suivre mon cours, là, la deuxième année, au Collège de Rosemont. C'était la seule place qui se donnait un cours au Québec. Et j'ai fait mes 3 ans, j'ai fait mes stages. Un stage à Magog, un salon funéraire, l'autre à Saint-Hyacinthe. Et puis, j'ai commencé à travailler en 1993, là, quand j'ai eu mon diplôme. J'ai commencé à travailler avec mon père, puis ça n'a pas été long. Là, je drivais déjà une business à 20 quelques années. Mon père prenait ça plus lousse. C'est moi qui rencontrais les familles. C'est moi qui ai tout informatisé le salon, ce qui était tout à mitaine avant. Là, mon père, ben là, s'est rendu informatisé. Il ne savait pas trop le tour. Fait que c'est pas lui qui le faisait. Fait que je vous dirais, il y a eu quand même une belle fin de retraite. Avant sa retraite, c'est-à-dire, parce que je m'occupais bien des choses à ce moment-là. Et j'ai aimé ça. Ouais. Et encore aujourd'hui, là, 35 ans plus tard, là, on a toujours la passion. Mais c'est un cas de défi. Il faut arriver avec des nouvelles choses. Tu sais, l'aquamation. On a été les premiers à inventer plein de choses. Puis là, tu cherches quelque chose. Là. On a eu une affaire du nouveau cercueil qui avait été inventé par une compagnie, dis-je, de Granby Pyramidestal. On essaie de faire le lancement, mais c'est plus dur, hein, à cette heure, on n'a plus de journal à tous les jours qui fait des grosses nouvelles. Les gens vont moins voir. On est moins informés un petit peu. Si tu as manqué de nouvelles à TV, c'est fini. Elle ne repassera pas vraiment. C'est pas comme un journal qui traîne pendant une semaine de temps puis que les nouvelles, on les voit plus. Donc, c'est difficile de dire aux gens que des choses existent, des nouvelles choses. Mais je voulais être encore le premier à offrir ce cercueil-là. J'ai été le premier à l'avoir dans mon salon funéraire, ce cercueil-là. Nouvelle version, futuriste. Ça fait quoi exactement? Ben, c'est des corps qui, une fois déposés à l'intérieur de ce cercueil-là, il y a un gaz inerte qui est injecté de l'azote et le corps ne se décomposera pas à l'intérieur. Donc, si mis dans un mausolée ou quoi que ce soit, ben, le corps pourrait se conserver pendant des siècles à ce moment-là et pas se décomposer comme il aurait fait en terre ou quoi que ce soit dans un cercueil en sang. Donc, c'était quelque chose de nouveau, mais moi, je dis, je veux être le premier. Ça marche, ça va-tu marcher, ça va-tu pas marcher, je ne sais pas. Mais c'est pas grave, je voulais être le premier encore. Ben oui, à lancer des choses. J'ai tout le temps des idées qui me jouent dans la tête, dire, bon, on ferait tout ça, puis des fois, je me dis, mon Dieu, on va peut-être être mal vus ou quoi que ce soit. Mais qui n'ose rien n'a rien. C'est quoi le proverbe? Ça, c'est bien dit. C'est ça. On essaie des choses, puis oui, notre maison a quand même été très avant-gardiste dans bien des choses. Ce que les gens voient des fois dans des maisons funéraires, ben
c'est peut-être nous qui l'avons parti, puis eux autres, ils ont juste se dit, c'est pas une mauvaise idée, on va faire ça nous autres aussi. Oui, ça te fait plaisir, évidemment. Est-ce que ton père te faisait pleinement confiance si, dans la vingtaine, tu prenais déjà les rênes pas mal du salon? Est-ce que tu as senti des fois qu'il y avait un genre de coaching derrière l'épaule? Toujours. Toujours. Et je vous dirais, ça m'a peut-être même nuit un peu au début. À la base, je suis TDA. Donc, sans le savoir, c'était plus ou moins... oui, c'était pas à mode, comme on dit dans notre temps. On prenait pas de pilule pour ça. Là, aujourd'hui, je suis plus médicamenté, puis plus savoir qu'est-ce que je pense puis qu'est-ce que je dis. Mais ça pouvait sortir vite mes choses un petit peu. Puis mon père c'était jamais correct. Ah oui, c'était un perfectionniste. Là. Oui, je le suis aussi. Mais lui, c'était tout le temps, c'est pas correct, t'as pas fait ça, ça c'est pas correct, tu fais ça comme ça. Fait que c'était rarement positif. Fait que j'ai appris à c'est pas correct, puis là, il faut le faire mieux, puis il faut le faire mieux, c'est pas correct, il faut le faire mieux. Fait que c'était un petit peu ça. Puis quand je suis arrivé comme boss un jour, c'était un petit peu ça moi aussi. J'avais appris de même. Fait que je voyais plus le négatif que le positif. Et c'est difficile un petit peu de changer quand tu as été élevé comme ça. Ouais. Donc, c'est de comprendre que, ça, c'est correct. Puis je me suis beaucoup amélioré, selon mes employés, de ce côté-là. Mais c'est pas méchant, là. Tu sais, c'est pas... pas mal intentionné. C'est ça. C'est de voir les choses. Mais moi aussi, je veux vraiment que tout soit parfait, que ça soit bien fait. Ce que les autres ne voient pas, moi, je le vois. Puis regardez, telle affaire, il faut enlever ça de là ou quoi que ce soit. Je veux que les gens, quand ils viennent, que ça se passe parfaitement, qu'il n'y a pas d'anicroche ou quoi que ce soit. Je ne dis pas que ça n'arrive pas. Il n'y a personne de parfait sur la Terre. Hein, il arrive des oublis, il y a des choses qui se font. Puis on a toutes fait des erreurs. Puis, ça me fait voir aussi, vu que j'étais jeune, puis j'ai fait, j'ai une 5e génération qui est le fils de mon cousin qui vient de commencer. Il en fait des erreurs, là. Puis... Éric est derrière, pas trop loin. Il y en a d'autres qui vont dire, mais mon Dieu, ça n'a pas juste pas de bon sens. Ouais, mais moi aussi, j'ai fait des affaires plus jeunes, puis je m'aurais mis dehors moi-même, là, si ça avait été aujourd'hui, dire, mon Dieu, je peux pas croire que j'ai fait ça. Fait que c'est des petites choses qu'on apprend à dire, regardez, l'erreur est humaine, puis autant que ça ne se reproduise pas. Non, c'est ça. Mais c'est ça. C'est pas. Puis la génération des plus jeunes aussi, c'est plus comme c'était. Hein. C'est pas. On est un petit peu moins travaillants. Ils ont des petites choses qui diffèrent. Donc, c'est d'essayer de les amener le plus possible à rentrer dans notre moule. Oui, puis même pour eux, le rapport à la mort n'est pas le même, là. Non. Donc, c'est ça, la clientèle change, mais aussi les gens qui arrivent comme ça, ils découvrent ce métier-là aussi d'une autre façon, là. Ouais. Parce que, puis l'embaumement, par exemple, vous en pratiquez encore? J'en fais à l'occasion. C'est sûr qu'on en a moins, mais oui, ça m'arrive encore d'en faire. Mais on est quand même, à notre complexe, on est 3 personnes qui ont un diplôme d'embaumeur. Donc, je vous dirais... Quand j'en fais, c'est parce que j'en ai 2 qui peuvent pas. Mais j'en ai fait quand même pendant plusieurs années. Là. Oui. Mais c'est quand même... les 35 dernières années, là, pendant 20 quelques années, là, c'était pas mal moi l'embaumeur numéro 1 et le seul, des fois. Oui. Et si, là, mettons, on pense à ton arrière-grand-père qui reviendrait puis qui rentrerait là, dans le complexe funéraire Le Sieur, il dirait quoi? Sont où les cercueils? Probablement. Puis c'est vraiment vrai que ça l'a changé. Puis même mon père, qui est décédé déjà, lui, il n'a pas vu ça, l'aquamation. Puis juste de dire s'il pouvait revenir, dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'il dirait? Dire, regarde, il voit la business aller. Parce que je suis le seul des 4 générations qui a réussi à faire croître l'entreprise. Parce que quand je vous disais 85 sans décès, j'ai sorti des vieux statistiques des années 50 et faisait 75 funérailles, 80. Les chiffres se sont maintenus pendant 50 ans jusqu'à temps que moi, j'arrive avec l'aquamation, qu'on change. Fait que je pense que si les 3 générations qui sont décédées avant moi reviendraient, je pense que c'est ça qui serait le plus fier de dire, mon Dieu, tu as réussi à augmenter une clientèle, à aller chercher une clientèle en faisant quelque chose de vraiment nouveau. Oui, en te distinguant. Parce qu'on a tous essayé de le faire. Quand mon grand-père a fait le salon funéraire, 2 étages avec des colonnes
dans le coin des galeries, Oui. pensaient bien que tout le monde de Granby viendrait là. Uh-huh. Pourtant, on a eu peut-être un petit peu plus, mais des gens continuent à aller à l'autre salon funéraire aussi. Dans le temps, on était juste 2. Il y a eu un 3e par la suite. Mais on arrivait avec un nouveau salon sur le boulevard Pineuf, super moderne. Ben oui. Là, on était le plus moderne à Granby en 87. Encore là, on pensait aller chercher une grosse clientèle. Uh-huh. Ça se maintenait encore. Oui. Fait que toutes les choses qui ont été essayées n'ont pas toujours fonctionné, sauf l'aquamation qui était la seule chose qui a propulsé, si on peut dire, l'entreprise au niveau qu'on est rendu. Puis, mettons qu'on essaie de voir dans le temps, là, dans 20 ans, ça va être quoi, le complexe funéraire Le Sieur? Mon Dieu, j'ai aucune idée. Moi, je suis pas mal sûr que je serai plus là. Mais, c'est sûr qu'il va y avoir des nouvelles choses qui vont arriver. Ouais. Personne n'aurait pu penser qu'un jour, il y aurait eu autant de crémations, que l'aquamation arriverait. Est-ce que les corps vont être du compost parce que ça existe aux États-Unis, c'est pas encore au Canada? Est-ce qu'il va y avoir des affaires qui vont te désintégrer? Je sais pas. Je sais pas ça va être quoi, qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, si on savait l'avenir, il n'y aurait pas d'avenir, on le ferait immédiatement. Mais c'est sûr que c'est toujours en évolution. Est-ce que les cercueils ou ces choses-là vont revenir à la mode, puis que là, les gens vont décider d'aller comme un peu le cercueil que je vous parlais tantôt? Oui. Je sais pas. On ne sait pas ce qui va nous pendre au bout du nez dans quelques années. Ça va dépendre vraiment des mentalités aussi. C'est ça. Oui, et tout ça. Mais en tout cas, bravo, Éric. Et en terminant, je demande toujours quel serait ton meilleur conseil pour les gens qui ont envie de se partir en affaires en famille? Mon Dieu. Je crois que l'expérience et ce que j'ai vu, quand ils se partent en affaires comme nous, c'était père-fils, père-fils, père-fils. Ça peut être une fille, là, ça n'a pas rapport. Mais je crois que c'est ceux qui ont plus de difficultés, c'est quand il y a des frères et sœurs ensemble. Mm-hmm. C'est plus là. Mm-hmm. Quand il y en a un seul qui prend une relève, je pense que ça se passe mieux que quand tu es avec un frère ou une sœur ou 5 frères dans une business. C'est là que la chicane commence, puis on voit les séparations, ces arrière-grand-père choses-là. aussi, c'est ça, t'es teinté de ça. Tout de le monde, cette dans le domaine funéraire, toutes les compagnies qui avaient plusieurs frères, ça l'a quasiment tout éclaté. Alfred Dallaire, Montréal, c'est séparé en 3. Il y a plusieurs compagnies comme ça qui avaient des frères. Bon, Le Sieur et Frères, comme je vous ai compté. On voit ça, que souvent, ça séparait. C'était impossible à un moment donné. Il ne peut pas avoir 5 boss dans une compagnie. Mm-hmm. Ça ne marchera pas. La plupart des entreprises familiales, c'est ça qui arrivait. C'est à un moment donné, il y en a un qui veut plus, puis là, c'est là que la chicane. Moi, j'avais juste mon père avec qui m'ostiner. Puis, lui, à un moment donné, il décrochait, puis il disait, regarde, ça va être à toi, business, vas-y, va de l'avant. Donc, il m'a quand même laissé faire des choix qui n'ont pas toujours été bons. Mais... Est-ce que tu avais le reproche après? Quelques fois. On a voulu partir à un salon funéraire à Waterloo, puis on l'a tenu pendant 11 ans de temps, mais c'était pas nécessairement le meilleur move à faire. On pensait plus percer à Waterloo, puis on l'a pas nécessairement fait. Ça n'a pas été grave. Financièrement, on pouvait le faire, puis on a vendu la bâtisse, puis ça n'a pas été grave. Mais mon père avait quand même un doute, puis malheureusement, il est décédé l'année suivante, donc il n'a pas pu me dire, tu vois, je te l'avais dit. Mais c'est ça. On apprend de nos erreurs, mais on fait des bons coups, puis on fait des mauvais coups. Ouais. Mais je considère que j'ai quand même un bon coup de fait, puis ça va bien. Puis la prochaine génération, Émile qui la seule chose, c'est qu'il s'appelle Émile Brunel, parce que c'est le fils de mon cousin, puis mon père était le seul garçon, donc ses sœurs portent toutes un nom de famille différent, donc c'est pour ça que le nom Le Sieur a plus de continuité. Puis moi, j'ai une seule enfant qui est une fille,
et qui est malheureusement un retard de développement, qui est handicapé, si on peut dire, donc ne pourra pas prendre la relève de la business. Mais c'est ça, Émile qui va faire dans quelques semaines, va faire 1 an, là, qui est avec nous. On espère qu'il va aimer ça, qu'il va pouvoir continuer, dis-je, la tradition de la famille Lecieur pour la 5e génération. Wow! Ben, en tout cas, on te souhaite. Merci beaucoup, Éric, pour tout ce partage. Merci à toi. Avec maintenant 2 magasins à caractère unique, Mobilier Enora est heureux de vous avoir présenté Affaires de famille. Découvrez la promesse Enora pour un chez-soi confortable. De notre décor à votre confort, à Granby et Cowansville. Le balado Affaires de famille, une production M105.